Il y a eu 3 personnes qui nous ont aidés, ça a été ma mère, ma grand-mère et ma sœur. Donc elles étaient soit chez l'une, soit chez l'autre, et elles ont eu vraiment un rôle essentiel. Ma mère me relayait l'après-midi à l'hôpital, mon mari faisait les nuits, et ma grand-mère, elle gérait bien souvent, elle allait les amener à l'école, les récupérer, et ma sœur, bien souvent, c'était les mercredis et les week-ends. En fait, elles étaient dispatchées, si je puis dire, entre ma mère, qui avait carrément arrêté de travailler, parce qu'à l'annonce de la maladie de Léo, elle a dit moi je m'arrête de travailler et je vais t'aider pour te relayer l'après-midi à l'hôpital pour que tu puisses de temps en temps quand même aller chercher tes filles à la sortie de l'école et être une maman aussi un petit peu pour elles. Tout s'est fait très vite. Quand on a appris que Léo était condamné, c'est mon mari tout de suite qui a dit de toute façon Léo ne finira pas à l'hôpital, c'est inenvisageable pour moi de le voir partir dans un petit lit à barreaux, dans une chambre, on y a passé des mois et voilà quoi. Et il me dit par contre est-ce que c'est gérable pour toi, parce que mon mari lui il devait malgré tout continuer à travailler et il savait très bien que c'est moi qui allais être là et qui allait devoir gérer les après-midi. Mon mari était calé sur moi, mes filles étaient calées sur moi, ma mère, ma grand-mère étaient calées sur moi, j'avais l'impression, mais c'était même pas une impression, tout le monde était aux aguets sur moi, de l'air de se dire c'est sa maman, si elle est forte et qu'elle craque pas, nous on peut pas se permettre de craquer. Et j'ai tenu tout le monde comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mon mari qui savait même pas à l'époque s'il allait pouvoir continuer de travailler, s'il allait avoir la force, eh ben, je peux vous dire que même pour le départ de Léo, il n'a même pas pris un jour de congé. Il s'est pas arrêté. La famille avait à gérer 2 lieux et en fait, en travaillant, moi j'en avais 3 à gérer, avec quand même des contraintes de continuer à être à la hauteur au niveau du bureau. Et donc c'est vrai que je m'attachais à ce que ça ne soit absolument pas su au niveau du bureau que je vivais ça. Simplement, je m'étais imposé la contrainte de partir à 16 heures et de ne mettre aucune réunion après. Et c'est vrai que voilà, c'était toujours, à mon avis, un des aspects difficiles à gérer, d'arriver à bien compartimenter chaque sujet, chaque domaine, pas empiéter. Et que c'est vrai que quand de temps en temps je partais à 17 heures au lieu de 16 heures, j'avais vraiment l'impression d'avoir volé une heure à Priscille, quoi. Donc c'était pas toujours très facile à faire, d'autant que je souhaitais pas qu'au niveau professionnel, il y ait le moindre alibi ou la moindre excuse d'avoir à gérer les deux en même temps. C'est vrai que à une période, on a plus ou moins mis nos parents respectifs de côté. Je pense que dans ma famille, il y a des personnes, enfin des tantes qui n'ont pas compris que je mette mes parents un peu de côté. Mais ce que je leur ai dit, c'était pour les protéger eux et puis pour nous protéger nous. Il y a un moment où voilà, j'ai fait des choix qui n'étaient pas consensuels, on va dire, mais qui étaient importants. Et... Il ne faut pas chercher dans des situations comme ça à coller à une situation type. Enfin, il faut surtout pas chercher à coller, enfin, dans une situation comme ça, il faut surtout pas chercher à coller à un modèle en se disant c'est comme ça que ça se fait. Non, c'est. Comme on l'a dit tout à l'heure, le but c'est de se préserver soi. Et donc, quitte à se brouiller avec des amis, ça nous est pas arrivé. Mais si pour se protéger, il faut couper les ponts, maintenir des personnes à l'écart, et ben, tant pis pour eux. S'ils le comprennent, bah, tant mieux. Parce qu'une fois que l'épreuve sera passée, bah, ils vont revenir. Et s'ils sont pas capables de le comprendre, et ben, tant pis pour eux. C'est préservez-vous, vous, et puis chacun se débrouille autour. Hein. Vous avez votre fardeau, c'est vous qui avez la plus grosse charge. Donc, aux autres de gérer la situation comme ils le peuvent, vous avez déjà votre situation à gérer. On fait bloc tous les 3, et on met tout le monde à l'écart. Et enfin, tout le monde. Non, pas complètement, mais... On garde un peu de distance, et puis on s'en sort comme ça. Enfin, on a été quand même très très soutenus par des amis, puisqu'ayant habité à Rennes, on avait quand même beaucoup de contacts sur Rennes. Voilà. Nos amis ici. Et nos amis ici nous ont beaucoup aidés également,
pour les trucs tout bêtes, comme les lessives à gérer. Enfin, c'est, on rentrait, je crois, on rentrait une fois par semaine, c'est ça? Ouais, voilà. On déposait le sac de linge sale et on repartait avec un sac de linge propre. Enfin, c'est tout bête, hein, mais d'avoir des amis qui viennent faire ça et puis donner à manger au chat, enfin, ça, c'est là qu'on se rend compte qu'on a des amis. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir nos familles respectives à Paris, pas loin du tout, et très disponibles. Et pour nous, et pour Priscille, et pour les autres enfants. Et c'est vrai que pendant plusieurs mois, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas gérées nous. Tout autour, on avait aussi beaucoup de monde pour nous accompagner, pour échanger. Et c'est vrai que le médecin, c'était vraiment l'élément clé autour de Priscille, mais c'est vrai que sinon, il y avait tout le reste de l'environnement qui était plutôt assez bien à l'écoute. C'est vrai que pour elle, quand on lui a annoncé au mois d'août qu'elle pourrait faire sa rentrée scolaire, à la limite, ça a été une joie pour elle. Elle était vraiment très contente de pouvoir réintégrer une classe, un environnement scolaire, retrouver des petits amis. Elle connaissait personne dans sa classe, parce que comme on n'habitait pas en France, elle est arrivée au mois de septembre d'après, elle connaissait personne dans l'école. Mais ça a dû lui prendre, je pense, 2 jours avant de se faire des amis et d'être invitée à déjeuner, donc très très rapide. Donc oui, pour elle, c'était vraiment une chance et une joie d'aller à l'école. Ce sont des moments où j'ai moins vécu avec Priscille à ces moments-là, parce que je ne l'accompagnais pas à l'école, je n'allais pas la chercher à l'école, donc je n'ai pas forcément été aussi présent à ce moment-là. Mais en tous les cas, elle parlait joyeusement de l'école, oui. Alors en fait, au mois de juin qui précédait donc la rentrée au cours préparatoire de Priscille, nous avons une réunion avec le directeur et l'ensemble des enseignants. Et le directeur, Monsieur Zuani à l'époque, nous a expliqué qu'on devait accueillir une petite fille qui était soignée à l'hôpital, qui venait de subir une greffe, mais il y avait échec pour la greffe. Et donc Priscille souhaitait faire sa rentrée au cours préparatoire au septembre suivant. Et on a demandé qui voulait bien l'accueillir dans sa classe. Donc je me suis proposée. Je pense que dès les premiers jours, j'ai dû leur expliquer que Priscille s'absenterait au moins 1 jour par semaine dans un premier temps. Après, c'était un petit peu plus. Qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle devait se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins. Et donc, à partir de là, ils ont compris que Priscille serait absente 1 jour par semaine. Et c'est tout. Elle était comme les autres, faisait toutes les activités comme les autres, le sport, je veux dire, il n'y avait rien de différent pour elle. Elle n'était pas surprotégée, pas du tout. Je crois que j'avais expliqué qu'elle avait une maladie assez grave, qu'il fallait qu'elle se rende donc 1 fois par semaine à l'hôpital. Et puis, assez vite, j'ai eu la possibilité de passer une journée avec elle à l'hôpital, avec l'autorisation de ma hiérarchie. Donc j'ai expliqué aux enfants que je m'absenterais une journée pour voir Priscille à l'hôpital Trousseau, voir son service, là où on la soignait, et pouvoir aussi visiter l'école qui était à l'étage, ce qui était important. Alors ses petits amis savaient, enfin les plus proches en tout cas. Il y a eu aussi des bagarres à l'école, où on l'accusait d'être un garçon et pas une fille à cause de ses cheveux, enfin des choses comme ça. Mais elle n'en parlait pas tellement. Je sais que dans les premiers temps, je faisais très attention quand elle était dans la cour. Je regardais, mais après, petit à petit, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas du tout besoin, qu'elle était très à l'aise, que tout se passait bien, qu'il y avait le moindre problème, on l'aurait signalé tout de suite. Donc, en fait, je l'ai laissée vivre sa vie de petite fille, de petite écolière. Moi, j'étais un peu angoissée, parce qu'elle a même voulu suivre, et elle a fait des cours de taekwondo à l'école. 1 fois par semaine de 5 à 6, j'avoue que j'avais un peu peur qu'elle tombe et qu'elle... voilà. Mais non, elle était à fond. Donc on suivait, on se disait que tant mieux. Quelques mois après, je me suis rendu compte qu'en fait, cette petite fille avait beaucoup de courage et une force intérieure que moi, adulte, je n'avais pas. Parce qu'en fait, elle est venue des jours et des jours à l'école avec ce mal qu'elle avait en elle. Et moi, je venais plus ou moins le cœur léger, je veux dire, à l'école. Et j'ai pris conscience de tout cela petit à petit, alors qu'elle vivait déjà ça depuis un petit moment. Mais au début, non, je n'avais pas compris. Je ne voulais pas comprendre, peut-être. Je ne voulais pas accepter.
elle avait qu'une seule envie, c'était d'aller à l'école. On l'a laissée prendre l'avion pour aller chez son père. On l'a laissé partir. On n'a jamais essayé de l'enchaîner et de la garder à côté de nous, forcément. Je veux dire, quelqu'un voulait la prendre pour quelques jours ou pour un week-end. C'est ok, il n'y a pas de souci. Il faut juste savoir qu'il y a quelques précautions à prendre et que si ça ne va pas, il faut tout de suite nous le dire pour qu'on puisse faire le nécessaire. Même si elle ne faisait pas des projets à long terme, mais elle voulait au quotidien avoir une vie, la vie d'une adolescente de son âge, voir ses copains, aller à l'école, s'amuser. Et elle savait parfaitement utiliser tout ce qui était mis à sa disposition pour passer des bons moments. Oui, les bénévoles de locomotive, les cafés croissants, c'était une deuxième famille en fait, comme l'hôpital. Je l'ai toujours dit de toute façon, c'était très important pour moi de se dire que je pouvais monter à l'étage, boire un café, manger un petit croissant, toute convivialité, et que j'étais pas forcée là, à cet endroit précis, de parler de la maladie de mon fils. Et c'était même plus les cafés croissants, pour moi c'était une famille. Et c'était, je peux vous dire qu'on attendait le jour avec impatience et j'étais pas le seul parent à me dire quand c'est mercredi matin, c'était ça. C'était vital. Même quand Léo était au plus mal, je prenais toujours un petit moment pour monter. Je crois qu'il n'y a qu'une fois où Léo était vraiment très très mal, mais il était en réa. Donc là, je me suis dit non, je reste avec lui en réa. Mais sinon, toutes les fois que je pouvais, je montais au café croissant et c'est formidable. À Saint-Brieuc, ils nous ont redirigés en fait vers les pompes funèbres à Lannion. La cadre de santé du service de jour connaissait une pompe funèbre qu'elle avait vue en fait pour un autre enfant quoi. Donc elle nous a redirigés vers eux. Par contre après on était un peu plus on s'est retrouvés devant des pompes funèbres qui font leur travail mais qui sont des commerciaux. Voilà, on s'est retrouvés tout seuls face à une personne qui c'est leur métier, mais qui se retrouvait à nous vendre une prestation de service liée à la mort de notre fils. Et ils ont fait quand même preuve de beaucoup de retenue. Ils nous ont pas sorti des catalogues de cercueils ou d'urnes ou des imbriques comme ça. Et de toute façon, le choix était très limité vu la taille de Sean. Mais j'ai quand même trouvé ça très très difficile d'avoir un devis, de recevoir un devis pour la prise en charge du corps de mon fils. Même si c'est une réalité, mais je pense que oui, j'aurais aimé qu'on soit pas juste tous les deux face à cette personne-là. Pas forcément avoir un intermédiaire qui s'en occupe, parce que je pense qu'on avait notre mot à dire, mais avoir quelqu'un avec nous qui puisse servir de tampon et puis dire à la personne des pompes funèbres là vous poussez peut-être un peu et pas qu'on était que les pompes funèbres nous aient fait les poches ou quoi que ce soit, mais c'est juste il y a un moment faut savoir un peu préserver les parents qui viennent de vivre une épreuve très très difficile. Et toute la partie du moment où il avait été pris en charge par les pompes funèbres, on n'était plus tous les deux en fait. Nous on avait fait le choix on garde nos parents, enfin toute la famille, on la garde à distance. Ils sont venus. Mais pas pour la crémation, ça. On voulait pas. On avait déjà assez de mal à se gérer nous deux. Enfin, quand ça va pas, on fait bloc. Voilà. Et du coup, on a géré ça tout seul. C'était peut-être un peu une ânerie, mais bon. Je sais pas. Enfin bon, ça s'est fait. Moi, je trouve que ça s'est fait. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas eu, encore une fois, on n'a pas eu à se poser des questions et à se disputer, à prendre des décisions. C'est tout coulé de source. Mais on était tout seul. On n'avait pas de support de la part du réseau. Alors, en fait, on n'a même pas pensé demander si ils pouvaient nous accompagner ou pas. Il n'y a pas eu de proposition. Alors peut-être qu'effectivement, si on avait demandé, ils seraient venus nous aider, mais il y a eu un vide de ce côté-là. Ouais. Surtout qu'on a été tellement encadrés avant que tout d'un coup,
On s'est sentis seuls, ouais. Même si nos parents étaient là, mais c'était différent, ils étaient dans le chagrin. Il fallait quelqu'un qui soit touché, mais avec une certaine distance. C'est ça, nos parents respectifs avaient été touchés, mais vraiment... Bah, c'était le premier petit-fils des deux côtés. Des deux côtés, donc... Puis même si ça peut être le deuxième ou le oui, cinquième. oui, voilà, ça veut te dire quand même. Mais... Du coup, ouais, il manquait quelqu'un de neutre. J'ai rien trouvé de mieux à faire que de changer d'employeur pendant cette période-là. Enfin, j'ai eu une opportunité en or qui pouvait pas se refuser. Et là, j'ai eu beaucoup de mal quand même à prendre la décision. Parce que je suis pas carriériste pour dessous. Et donc me dire, si je prends une décision un petit peu égoïste qui concerne juste ma carrière au détriment de mon fils, j'ai mis plusieurs semaines à me dire si j'y vais. Et puis finalement je ne regrette absolument pas. Mais du coup ouais, j'ai eu cette période où chez un nouvel employeur je pouvais difficilement dire je suis désolé mais moi je m'en vais à 4h tous les soirs et puis peut-être que je vais pas être là demain. Enfin, et puis il y a un jour où tu m'as dit non mais il va falloir. Là je me rends compte que ça moi je le voyais. Ça change. Un matin j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé en parler à mon responsable qui a été très très ouvert. Enfin, en même temps il a des enfants aussi donc puis personne ne peut faire preuve d'inhumanité de situations comme ça. Donc tout de suite ça a été, y a pas de souci, si t'as besoin, dès qu'il faut tu dis, et puis c'est bon, je m'occupe de toute la paperasse, c'est ton fils avant tout, tu t'en occupes. Donc de ce point de vue là on n'a pas eu de problème, on a vraiment été très bien aidés. J'étais en vacation dans l'éducation nationale, on m'avait reproposé un poste pour la rentrée de septembre, mais j'avais refusé parce que j'étais en chimio régulièrement. Et j'ai bien fait, puisqu'au final, au mois de septembre, j'avais pas de travail peut-être. Bon, après, pour réclamer des aides, ça a été plus compliqué, mais bon, c'était pas grave. On a fini par les avoir, longtemps après. On sait plus trop sur quelle planète on habite là. Donc on fait les choses de manière automatique. Mais on a eu aussi beaucoup de chance puisque j'ai téléphoné tout de suite à mon amie qui habite Chambéry. Elle a pris le premier train, 3 heures après elle était là. Donc 3 heures après elle était là et elle a pris en charge tout ce que moi je pouvais plus prendre en charge, c'est-à-dire la maison, les courses, tout ça. Et donc nous, on s'est occupés, on a fait monter, on a téléphoné bien sûr, et lui il a mis 4 heures pour monter au père à Fanny et on s'est retrouvés pour faire le choix du cercueil et puis toutes les formalités qu'il fallait faire. Mais là on est dans un autre... On est dans l'après là. Ouais, on est dans l'après. On fait ce qu'il faut faire parce qu'il faut le faire, voilà. Il faut le faire. Mais n'empêche quand même que je regretterai jamais d'avoir préparé les obsèques avec son père. Son père est monté avec sa compagne chez nous, bien sûr, comme il l'a fait pendant les 2 ans, pour venir voir Fanny à l'hôpital. Ouais. Et on a décidé ensemble de ce qu'on allait faire. On était 4. On était 4. On n'était plus que 2. On n'était plus 2, on était 4. Pour décider comment on allait lui dire au revoir à l'église. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de croyance particulière, mais j'aurais jamais voulu qu'on en finisse en 5 minutes au cimetière, quoi, ça. Cette dernière journée, c'est la dernière, il n'y en aura plus. Il fallait qu'elle soit la plus longue. Ça a été tous les 4 tout le long. Tout le long. À partir du moment où il est arrivé, on était 4. Ouais, on était 4.